Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles et de nous retrouver pour ce spécial décryptage de l'actualité. La situation au Niger était une fois de plus le menu principal du grand raout des chefs d'État de la CEDEAO. C'était hier à Abuja. Et sur le plan national, il était la question. Le vote du budget national exercice 2024 fait brasser toujours autant de commentaires. Le oui de Basila Rossi révèle-t-il quelques fissures dans le front uni des démocrates? Nous en parlerons tout à l'heure, mais avant, nous allons démarrer avec la commémoration de notre Constitution. Aujourd'hui, bien trentenaire, la Constitution du 11 décembre 1990. Nous allons l'évoquer au début de cette émission avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafourika, que je salue. Bonsoir. Bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, je viens d'évoquer une Constitution du 11 décembre bien trentenaire, 33 ans. Encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? On sait que dans la longue traversée depuis 90 de cette Constitution, l'un des faits majeurs qu'on peut évoquer aujourd'hui, c'est la révision intervenue. Mais avant tout, c'était tous les atermoiements, tous les renoncements, en tout cas tout ce grabuge à chaque fois, ou du moins ce mélodrame qui se jouait à chaque fois autour de cette Constitution. 33 ans après, qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui? Écoutez, je pense que cette Constitution mérite d'être célébrée dans la mesure où elle apparaît désormais comme l'une des plus vieilles sur le continent. En tout cas, je ne dis pas la plus ancienne, on est au Libéria, mais on regarderait plutôt sa durée de vie, sa longévité, je veux dire, sa longévité. Et peut-être la résilience, c'est le mot sacré. Bon, d'accord, donc la résilience, parce que franchement, en dehors de la constitution du PAPB, la loi fondamentale du 26 août 1977, qui elle aurait fait un peu moins de 15 ans, pratiquement 15 ans, la constitution du 1990, lui, elle, aujourd'hui, fait 33 ans. Oui. Donc du coup, elle a battu en brèche toutes les autres constitutions. De toutes les façons, en dehors de celle du PAPB, et aucune n'avait pu atteindre son terme depuis 60. Donc de 60 à 72, et 77, le pays n'a jamais connu une constitution qui a démarré un mandat et qui a terminé. Donc c'est la première fois qu'on a eu une constitution qui a pu résister autant comme la loi fondamentale du 26 août 1977 et surtout la constitution de 11 décembre 90. Elle est intervenue après donc le référendum constitutionnel qui a eu lieu le 2 décembre, le dimanche 2 décembre. Et donc dans la foulée, la loi a été promulguée le 11 décembre par le général Mathieu Kérékou. Alors oui, 33 ans après, vous avez parler des vicissitudes, mais elles sont inhérentes au temps. Vous voyez, avec le vent de démocratisation, un peu avec la paranoïa à parti unique, tout le monde s'était pris d'une peur panique à chaque fois. Et donc, et comme sur le continent, les gens ont découvert que, bon, même en démocratie, on peut manipuler les institutions et les textes. Beaucoup ont peur que le Daboumé qui avait l'art de frissonner à temps et à contre-temps sur ces questions et retrouve ses vieux démons. Et donc tout le monde est devenu gardien d'une constitution qu'il maîtrise mal et dont il ne connaît pas trop les institutions, et où ni leurs liens fonctionnels, ni leur interaction. Alors donc, vous allez voir des acteurs politiques qui parlent de la garantie de notre constitution, de ne pas toucher au socle de notre constitution, mais ils ne la connaissent pas réellement. Et donc, à l'épreuve des faits, on se rend compte qu'ils ne la maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas le fonctionnement des institutions. Ils ne maîtrisent pas comment les institutions sont mises en place. Et, en fin de compte, ça crée de malentendus. On est allé dans beaucoup de malentendus. Un gros malentendu dans ce temps, c'est déjà les ajouts de la Cour constitutionnelle. On peut déjà dire à l'époque que la création de la Cour constitutionnelle, je pense que c'est l'institution phare de cette constitution, tandis que la Haute Cour de justice constitue l'institution de trop, à mon humble avis, dans cette constitution. Donc, par rapport à la Cour constitutionnelle, elle est phare parce que connaissant le pays, connaissant ce qui s'est passé en 1965 avec Apiti Aoumandegbe, où une personne voulait lâcher prise, c'était intéressant, c'était nécessaire de créer, d'avoir une institution qui
du point de vue constitutionnel, connaît du contrôle de constitutionnalité et décide en dernier ressort. Oui. Ça, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, elles s'imposent à toutes les autorités. Quand c'est dit comme ça, c'est implacable. On a eu beaucoup de grands moments où tout ça a pu être remis, a voulu être remis en cause. Et heureusement, c'était taillé dans du marbre presque. Et donc, on a pu... Donc, si la Constitution a pu résister à ce temps, je pense que l'institution de la Cour constitutionnelle aura joué un très grand rôle. Déjà, à travers son ancêtre, le Haut Conseil de la République, qui a fait office de Parlement et Cour constitutionnelle de transition, sous la houlette de Monseigneur Isidore de Souza. Mais après, sous la première mandature de la Cour constitutionnelle, Mme Elisabeth Kaïssa-Poyon, qui a été, à qui je passe un déférent salut, on peut le dire ainsi, parce qu'elle fut une immense dame. Je pense qu'à la tête de cette institution, avec le professeur Maurice Arand-Leglelet, pour qui je passe aussi un déférent salut, je pense que ces deux ont travaillé d'arrache-pied pour que l'un est le père de cette constitution. C'était presque taillé pour lui, pour qu'il en devienne le président. Il ne l'a jamais été. Mais c'est quand même une personnalité intéressante, une personnalité qui, dans l'ombre même d'Elisabeth Poyon, a su résister aux tentatives, aux velléités politiques, à tout ce qu'on peut appeler des tiraillements. Et donc cette première mandature de la Cour constitutionnelle a permis d'asseoir l'institution, mais surtout de commencer à montrer aux hommes politiques que désormais les choses ne peuvent plus être comme avant. De la faire respecter. De la faire respecter. Non, pas qu'elle faire respecter, mais non seulement de la faire respecter, ça c'est un fait. Mais c'est dit désormais qu'il y a un arbitre du jeu. Vous voulez, vous ne voulez pas. L'arbitre est là, l'arbitre décide et vous devez respecter. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Vous pouvez le critiquer, vous pouvez l'attaquer. On ne peut pas dire que l'arbitre ne se trompe pas. L'arbitre se trompe. Et à tous les jeux, vous les voyez, vous voyez l'arbitre. Parfois, peut se tromper. Même quand elle se trompe, elle s'impose à vous. Même si elle se trompe, elle s'impose à vous. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, on a connu un peu les options fondamentales en 2007, au moment où une révision de la Constitution. En quoi, justement, les options fondamentales, cette question des options fondamentales a joué sur la perception que les Béninois ont de la Cour constitutionnelle et sur même les habitudes, en tout cas, la volonté des politiques à l'époque? Non, ce n'est pas la volonté, ce n'est pas nécessairement les notions fondamentales. Ce qui a joué, c'est plutôt le courage. Vous savez, sous le président Soglo, la Cour constitutionnelle d'Elisabeth Poyon, avec le professeur Arand-Leglelet, avec les Alfred Elegbert, et Pierre Oumi, et Bruno Aronsou, le président Maga, le professeur le professeur Alexis Ontondi. Voilà ceux qui ont fait la première mandature de la Cour constitutionnelle. Et pour la petite histoire, il y en avait ce que le président Soglo a nommé. Ce que le président Soglo a nommé. Quelques temps après, je pense qu'il les a appelés pour échanger avec eux. Ils lui ont dit non. On n'est plus là. On te remercie de nous avoir envoyé là-bas, mais c'est fini. Maintenant, on est. Donc, Pierre Oumi, Maurice Arand-Leglelet et le professeur Alexis Ontondi. Ces trois, ils ont tenu tête, ils n'ont pas été. Donc, ça a montré l'indépendance, ça a montré la célérité, disons, le prestige de l'institution. Et cette institution, elle a pu gérer un cas patent comme le cas de la Sénat. Un cas patent comme le cas de la Sénat, au moment où le président Soglo ne voulait pas, et son camp ne voulait pas, c'est la Cour constitutionnelle qui a déclaré cette loi, Yonofon, d'office exécutoire. Je pense que c'est l'une des rares moments où la Cour a déclaré une loi exécutoire d'office. Je pense qu'il y en avait encore tout récemment sur le procès de Jogo, si je me trompe, mais c'était fondamental. Donc, il y a eu certaines décisions épiques de la Cour qui l'ont rendu célèbres et qui ont montré à l'opinion que là, les choses ont changé. Parfois, oui, qui ont fait polémique, comme lorsque la Cour demande, par rapport au Conseil supérieur de la magistrature, que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature soit un avis conforme, alors que c'était un avis, dans la Constitution, c'est avis tout court. Donc, alors, entre un avis tout court et un avis conforme, il y a un gros fossé. Donc, les députés ont pesté, c'était la deuxième législature, et ils ont fini par voter. Ils n'ont pas été tendres avec la Cour. Donc, entre la Cour et les députés, d'un côté, entre la Cour et le pouvoir public, notamment le gouvernement, parfois il y a eu des moments franchement rudes. Par exemple, lorsque la Cour a demandé, sur demande de la Sénat, qu'on repousse les élections, le second tour de la présidentielle de 2006, la Cour a donné acte à la Sénat,
Et le président Kérékou a dit que le corps électoral restait convoqué pour le dimanche. Donc on était vendredi soir, vous allez voir la débandade pour aller organiser les élections. Elles ont été quand même bien organisées en fin de compte. Alors les questions fondamentales comme le consensus à valeur constitutionnelle, les ambitions fondamentales de la Constitution, de la Conférence nationale, je pense que ces éléments sont venus pour renforcer la Constitution. Je pense que c'est une vision volontariste de la Cour constitutionnelle. Et ça a été longtemps comme ça, hein, parce que je pense que les pères de la Cour, hein, les professeurs Olo, le maître Robert Dossou, je pense qu'ils ont une position, une conception large du contrôle de constitutionnalité des pouvoirs. Donc, eux, ils sont adeptes de l'extension sans limite des pouvoirs de la Cour constitutionnelle, de son champ d'action. À partir du moment où ces décisions ne sont servies d'aucun recours, à partir du moment où la Cour a pour fonction non seulement le contrôle de constitutionnalité, mais des questions de droits de l'homme et la régulation des institutions, elle s'est donnée un large pouvoir. Comme je l'ai dit, je l'ai cité plusieurs fois, le professeur Dandy Yamou, qui est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, a écrit sur l'excès, sur les exagérations de la Cour par rapport à ses fonctions, sur le champ d'éradier dans tous les domaines. Bon, maintenant elle est à la Cour, et depuis qu'ils sont là, ils font preuve d'une certaine disons, réserve. Hein, ils vont très lentement. Je pense qu'ils essayent de donner une autre... avec le procès de Djoboun, déjà, on a commencé une certaine... Est-ce qu'il a marqué une certaine rupture? Oui, le procès de Djoboun a marqué une certaine rupture parce que l'interprétation large de son champ d'action, je pense qu'avec le procès de Djoboun, ça a été réduit plutôt. C'était réduit, la Cour est restée dans son rôle très enfermé, régalien, donc de contrôle de constitutionnalité, de régulation, ne s'est pas offert des pouvoirs outre mesure. Je pense que avec Amounda, ça s'est ouvert un peu, ce qui a permis aux députés, les démocrates d'aller aux élections. Mais je pense qu'avec le professeur Sosa et son équipe, ça, en tout cas pour le moment, je pense que la Cour retourne un peu dans son sanctuaire. Donc bref, dans l'un comme dans l'autre, on a convenu des moments, et puis comme je vous l'ai dit, on a convenu le consensus à valeur constitutionnelle, alors que bon voilà, du consensus, on peut en parler longuement, il n'y en avait pas du tout question à la Conférence nationale. Il y a eu paix des braves, il y a eu plutôt une intelligence terrible de Mathieu Kérékou, teintée de réalisme et d'humilité, qui a permis d'avancer, mais après on a compris. Et donc... ensuite, il y a eu les options fondamentales, il n'y en avait nullement question. Là, ben bon, la Cour l'a imposé, et ainsi de suite. On a eu, bon. Il y a certains, vous voyez, lorsque un ministre dit, papa, tu dois faire troisième mandat, et la Cour, surtout sur une saisine, après, finalement, se déclare incompétent, ou bien, et après, se saisit d'office pour régler la question du troisième mandat. Aujourd'hui, bon, on a vu, la Cour a fait une valfax par rapport à cette décision-là. La Cour, c'est ça. Donc, je pense que nous avons évolué. Comme l'a dit le président Talon au président Yahi, oui. Peut-être que ça, on l'avance avec difficulté, mais ça marche quand même. Depuis 33 ans, c'est cette constitution-là qui permet d'avancer. Moi, je pense que dans le commun, dans la tête des Béninois, il faudrait déjà qu'ils sachent que notre constitution n'est peut-être pas la plus parfaite, mais elle est, à défaut de la retoucher. J'ai été longtemps adepte d'une révision totale et large. Large, pour ne pas dire changer de république et élaguer certaines institutions totalement inutiles. Changer de république, vous allez ouvrir d'autres quintes. Non, moi je suis pas dans la même dynamique que donc ça c'est ma vision, mais c'est une vision que je ne suis pas au niveau décisionnel. Donc du coup, mais à défaut, cette constitution elle est équilibrée du point de vue pouvoir. C'est parce que nous ne voulons pas comprendre ça. Le pouvoir du chef de l'État est un pouvoir monarchique, c'est vrai. C'est vrai, le chef de l'État c'est un monarque régent, comment dire. Mais il a tous les pouvoirs. Tout. Même les affaires de contre-pouvoir, ce n'est que de manière, disons, c'est beaucoup plus formel. Mais lorsque nous rentrons, regardez, la Cour constitutionnelle, on a dit que il nomme 3. Le bureau de l'Assemblée nationale nomme 4. Pourvu qu'il ait la majorité. On a connu sous Kérékou, sous Yahi, comme sous Soglo, et sous Kérékou, sous Yahi, comme sous Talon. Les cours, c'est leur majorité qui désigne. Donc du coup, si les membres de la Cour eux-mêmes ne se font pas violence pour être déçus de la mêlée, mais ils deviennent une Cour
partisan, d'une cour de salon. Et ça veut dire que... Et donc, les procès que certains font à la cour, qui sont des procès injustifiés, parce qu'on connaît que c'est déjà notre texte qui est formaté ici, on ne peut pas demander pourquoi vous ressemblez à votre père. Quand même, vous n'avez pas un fils adoptif. Donc, on ne peut pas dire pourquoi il désigne, alors que la loi lui donne, depuis 33 ans, le droit de donner. Donc, il appartient, quelle que soit la challenge qu'on fait. Même le président Talon lui-même voulait changer à son arrivée. Il a tenté de changer. Il n'a pas été suivi. Alors donc, tel qu'on l'a dit, on a connu maintenant une cour, Djogbenou, qui était une cour sans progression de droit public. Pourtant, ça a fonctionné. Il s'est entouré, la cour s'est entourée de juristes publics. Et ça a marché. Les décisions de la cour Djogbenou sont l'une des meilleures. En tout cas, il y a de très bonnes décisions, du point de vue argumentaire, du point de vue justification, les considérant. Et ces décisions vont faire école, parce que du point de vue office du juge constitutionnel, je pense que la Cour Djogbenou a marqué une certaine avancée, notamment en ouvrant les portes et fenêtres de la Cour au public et en permettant aux avocats, aux juristes sachants d'aller plaider leur cause et d'aller défendre leur cause devant la Cour. C'est une avancée. Donc, je pense que c'est l'institution phare, on en parle parce que c'est l'institution phare de cette constitution-là qui aujourd'hui se maintient parce qu'il y a un juge implacable qui, même si elle commet des fautes, même s'il prend parfois parti et on le sent, il devient le juge et il demeure le juge. Parce qu'avant tout, c'est une institution politique. Oui, la politique. C'est-à-dire qu'après du moment où elle ne devient pas des politiques, elle ne peut qu'être politique. Après du moment où la matière qu'elle touche, la politique. Comment vous voulez que quelqu'un qui ne connaît pas, politique, il parle du contentieux électoral? Le contentieux électoral n'est pas que du droit. Et là, la Cour l'a montré dans le dossier des démocrates. Parce que si les démocrates n'ont pas eu ce n'est pas un parti qui reçoit son quitus fiscal. Ce n'est pas un parti, c'est des individus. Et vous devez les avoir en période électorale, normalement. Donc, le quitus fiscal n'est pas une déterminante des pièces qu'un parti politique doit avoir. C'est comme votre casier judiciaire. C'est pas en période électorale que vous devez l'avoir. C'est comme votre attestation de résidence. Donc, il y a ces pièces que vous devez avoir. Puis maintenant, étant entendu que c'est en période électorale, machin, tout ça, la Cour a ouvert un peu sa boîte à élargissement et à essayer de regarder dedans, comme on le dit. Ça relève aussi de son office. Donc voilà. Donc, je pense que l'un dans l'autre, on doit chanter cette constitution, on doit la célébrer, saluer les pères fondateurs. Il y en a qui vivent encore. On doit les fêter. Je pense qu'ils en ont fait. Ils ont fêté le poisson à Rando Glélé. Ils ont fêté, même là, Soaïvo, je pense que Soaïvo a fait un mélange qui sur les 30 ans de la constitution. C'était un très bon document. Donc, il y a beaucoup de contributions intéressantes sur l'évolution de cette constitution-là. Et moi, je pense que notre démocratie, notre pays peut avoir cet orgueil, cette fierté d'avoir une constitution qui fait réfléchir beaucoup de sachants sur le continent. Oui, en attendant, avant de parler très rapidement des enjeux, j'aimerais revenir sur l'institution président de la République. Et ça veut dire, votre démonstration dénote du fait que les pères fondateurs ont voulu, dans leur pensée, installer donc un monarque comme président de la République. Absolument. Absolument, parce qu'ils connaissent comment nous fonctionnons. Ils savent que quand vous regardez les tentatives de regroupement, ça ne marche pas. Le Béninois a besoin du pouvoir. Il a envie d'exercer le pouvoir. L'Africain a besoin du pouvoir. Il a envie d'exercer le pouvoir. Et donc, lorsque vous créez des systèmes semi-présidentiels ou parlementaires, on ira de coup d'État en coup, on ira de démission, d'alliance en alliance, alliance contre nature. Regardez, Maga ou Manigbe Akriti, et peut-être dans l'ombre d'Issou, comment ils ont tenté tous les mélanges possibles, enfin, en termes d'analyse, enfin, analyse combinatoire. Ils ont tenté il y a eu toutes les tentatives possibles de choix. D'alliance, parce que quand leur pouvoir, il faut que l'autre le sache, et chacun est dans l'ombre, personne ne veut rester dans l'ombre. Même au conseil présidentiel, 70-72, ça n'a pas fonctionné, parce que au lieu de vous penser ministre de la République, les gens se croyaient ministre de Manga, ministre de Aoumanegbe, ministre de Akriti. Donc, tout ça a montré les limites du bipartisme, enfin de la bipolarisation institutionnelle au niveau de l'exécutif. On a vu en 86, en 1986, on a vu
la première cohabitation en France. Ça n'a pas été facile. Un pays aussi développé que la France, on a vu comment c'était compliqué entre Mitterrand et Chirac. Oui. Et puis après, donc, bon, là c'est après. Entre Chirac et Jospin. Oui, ça c'est bien après. Donc, c'est pour vous dire que lorsque on a regardé cette expérience, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, le modèle présidentiel béninois qui s'apparente à un modèle américain, mais qu'on a dilué avec de la francophonie, avec de présents partis francophones, de type francophone, on a dilué, mais ce modèle est celui qui répond mieux à celui du monarque africain, c'est-à-dire du chef baoulé qui ne peut pas connaître ainsi de suite. Donc, quand on a dit ça, le pouvoir du président maintenant est atténué par des institutions de contre-pouvoir. Mais quand vous les regardez, en termes de contre-pouvoir, c'est difficile. La Cour constitutionnelle jouait son rôle. Mais qui sont ceux qui ont mis encore l'accent, peut-être même en danger, c'est les populations. Les gens sont allés tirer sur Laurent de Glélé, on a marché contre Mme Poyon, parce qu'on estimait qu'il avait fait de tout. Parce que le gouvernement, le pouvoir central, tous les moyens de faire sortir les gens. Et on en a connu. Donc, c'est dit que dans la Cour constitutionnelle, que dans la HAC, que dans ou encore à la Haute Cour de justice, pour regarder tout ça, le politique a sa main. Et donc le chef de l'État, qui est le patron de l'exécutif, a la haute main sur tout ça. Et lorsque tout ça bloque, il fait quoi? Il peut prendre une ordonnance. Donc si au Parlement, si partout, tout se coince sur lui, il prend l'ordonnance. Et lorsqu'il prend l'ordonnance, la Cour constitutionnelle est incompétente pour juger de la validité. Ah bon. Maintenant, après, on peut lui déférer hors période exceptionnelle, puisque lorsque le chef d'État déclenche la période exceptionnelle, c'est lui seul qui en est délégataire. Et parce que c'est des circonstances exceptionnelles. Quand il les déclenche, il faut que maintenant le Parlement se réunisse pour dire à quel moment le moment va prendre fin. Mais si le président a déjà préparé 5-10 projets de loi qui sont là tranquillement, pendant la période exceptionnelle, il fait passer tout ça. Et la Cour ne peut pas déclarer ça, la procédure contre la Constitution. Mais après, il y a des éléments à l'interne qui peuvent être cassés. C'est-à-dire que soumis au contrôle de constitutionnalité. Mais le gouvernement, le chef d'État ou l'exceptionnel a donné la main. Donc vous voyez que peu ou prou, il a tout là. Tout est fait pour qu'il s'en sorte. Tout est fait pour qu'il s'en sorte. C'est le diagnostic que le président Talon a pu faire au moment où le candidat venait. Il dit, bon, il va falloir. Il y a eu une séquence où on a dit, je peux soumettre les institutions. Et les gens n'ont pas eu le temps. Où les gens ont été cyniques ou triviales d'enlever la substance. Le substrat, ils ont gardé juste la petite proportion où on peut manipuler. Donc, tel que nos institutions sont équilibrées, sont faites, ça n'échappe pas à la super. Moi, j'étais à la HAC comme conseiller. Mais à partir du moment où on le faisait parce que le pouvoir voulait, le budget était remis en cause tout le temps. On votait un budget alors que l'Assemblée nationale a dit, dans une recommandation, augmenter substantiellement le budget de la HAC. Non seulement le peu qu'on avait, mais on les saurait vers la fin pour dire il y a des difficultés parce que quand vous n'êtes pas prêt à marcher pour on vous soutient. Donc c'est dire que oui, c'est l'une des limites de cette constitution, mais c'est aussi sa force. Parce que le président de la République n'a pas usurpé son pouvoir, il a été élu. Donc lorsque vous élisez le chef, vous devez lui donner la main aussi longtemps que il est dans ses prérogatives et dans ses choix. Que ce soit bon. Ouais, on ne peut pas choisir ensemble. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Donc, tant qu'il est dans sa sphère, bon, on finit par faire comme mauvaise fortune. Bon, c'est lui qui est là. Il a un temps donné. Il va faire 5 ans. Il va renouveler peut-être un. Et puis après, il va céder la place à un autre. Donc, ça fait que on n'a pas connu les coups d'État que d'autres pays ont connus. Ouais, aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, tous les problèmes qu'ils ont, c'est les instabilités, c'est tout ça. Nous, on a connu des moments difficiles. Mais l'institution présidente de la République est ferme parce qu'elle est inamovible. Elle est inamovible en tant qu'institution. Et de là, le chef de l'État gère les interactions avec les autres pouvoirs. Et je pense quand même que depuis l'arrivée du président Talon, on rééquilibre un certain nombre de choses. Mais on a vu aussi que cette constitution peut conduire à des limites extrêmes. Parce qu'il faut dire quand même que le chef d'État a quand même a pu marcher à pas de charge, parfois à la lisière. En tout cas, à user de toutes les prérogatives. Voilà, exactement. Il a à la lisière de certaines donnes qui, il y a 10 ans, personne n'aurait pu
crois qu'on pourrait le faire. Ouais. Cette élection de 2019 est quand même un acte ultra courageux, d'une certaine témérité, et franchement, dont les sciences parleront encore des années, parce que et les gens n'ont pas pensé que cette élection pourrait avoir lieu. Yeah. Ceux qui avaient mis la pression, ceux qui voulaient faire du blocage, savaient qu'on allait venir. Donc le chantage à la paix, le chantage à la démocratie a pris fin en avril 2019, lorsqu'on a pu faire ces élections-là, et qu'on a pu avoir ce Parlement. Il en déplaise au qualificatif dont on l'abreuve. Bon, aujourd'hui, monocolore, c'est rentré dans le patrimoine commun. Non, même l'expression dit dans le patrimoine commun, Parlement monocolore. Voilà. Mais ce Parlement a à son actif tellement d'actes, tout comme le nouveau code électoral qu'on a, novembre 2019, tout comme la loi, l'amnistie, quand même qui a permis à certains de se réinventer, tout comme le financement public, tout comme le statut de l'opposition. Je pense que si pour un Parlement monocolore, le point de c'est la révision de la Constitution, justement, qui a essayé qui a d'abord fait tomber un tabou, le tabou, qui a démystifié quelque peu, en tout cas, ce fétichisme qu'on avait autour de la Constitution. Cela étant, parlons d'aujourd'hui. On sait qu'il y a en tout cas, la dernière fois qu'on a parlé de constitution, cette année civile 2023, c'est de la bouche de Vlavonou. Alors, vers où le curseur peut basculer? Déjà, ce qu'il a annoncé, comment on peut, des mois plus tard, comment on peut l'appréhender aujourd'hui? Surtout avec la perspective de 2026, parce que c'est ça qui est dans toutes les têtes. Honnêtement, je ne vois pas où il va. Je ne vois pas où il va parce qu'il n'a pas décliné, il n'est pas allé au-delà. Mais notre constitution, il y a des aspects qui méritent d'être toujours corrigés. Moi, je pense que le quinquennat 2026-2031 doit pouvoir être celui où on peut corriger beaucoup de choses. Le faire aujourd'hui avant les 2026, je ne sais pas si ça va garder la sérénité nécessaire. Ça va se faire dans la sérénité nécessaire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'autant que d'aucuns veulent déjà qu'on touche au code électoral et autres. Donc, je pense que ce n'est pas bien d'ouvrir la boîte à Pandore, mais avec le temps, 2031, 2026, 2027, on aura fini les élections générales, on n'en aurait plus qu'en 2031, donc on aura 5 années pour faire le point et peut-être partir sur une nouvelle base. Nous sommes dans une dynamique de programme de BD 2060. C'est l'occasion de le traduire dans la Constitution. Mais on peut dire aussi que le président de la République n'est pas fermé à cette option, puisque à la dernière rencontre, il disait, oui, bon, vous pouvez y toucher, mais seulement que pas de changement fantaisiste. Il tient à son parrainage, il tient à beaucoup de choses. Si les démocrates ou le parti d'opposition fait une offre qui va dans le sens de l'amélioration de l'existant, il a dit qu'il serait partant. Là, on est au code électoral. Au code électoral qui sera la Constitution. On parle de la Constitution. On est au code électoral. Toucher à la Constitution voudrait beaucoup de choses. Moi, il y a des choses. Pour moi, si on me dit la Constitution, on doit pouvoir. Pour toucher aux il faut qu'on soit, disons, courageux, d'aller plus loin. Il y a des institutions qui ne doivent plus continuer d'exister. Pourquoi voudrait-on faire une exception de juridiction à des gens? Il faut les soumettre aux juridictions ordinaires. Là, vous parlez de la haute cour de justice. De la haute cour de justice. Pour moi, l'exception de poursuite, d'accord, mais pas de juridiction. À mon humble avis, il y a déjà l'immunité parlementaire. On peut voir dans quelles conditions on ne peut pas les prendre en flagrant délit. Mais après, il faudrait qu'ils soient soumis aux juridictions normales, peut-être dans des conditions données, après l'avis de la Cour suprême, un truc comme ça, ou du Conseil supérieur. Bon, le Conseil supérieur, comme le président de la République siège, on peut dire que c'est la polémique. Mais il faut trouver le mécanisme pour extirper la haute cour de justice. Ou simplement dégraisser la politique de la... Ou extirper la haute cour de justice. Le fait même d'exception qui la haute cour de justice a déjà jugé réellement au personne. Elle attend toujours son premier client. Il ne faut pas l'attendre demain. Moi, le Conseil économique et social, il faudrait lui donner soit plus de visibilité, soit le sortir. Et en fait, le chef d'État peut avoir une cellule meilleure que ça, parce que les décisions, le conseil économique travaille, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas une institution budgétivore. Il travaille. J'ai pu avoir accès, ils travaillent. J'ai fait un séminaire avec eux, ils réfléchissent sur beaucoup de sujets, mais ça reste dans les tiroirs présidentiels. Eux, ils n'ont pas vocation à rendre public leur délibération. Donc, c'est une cellule spéciale
de luxe, un peu à la discrétion du président de la République. Je pense que soit il faut laisser la main au chef de l'État de créer sa cellule spéciale et donc de SCP le code, ou alors de transformer le Conseil économique et social comme notre Parlement ou une chambre du Parlement. Avoir 2 chambres dont le Conseil économique et social peut être la chambre basse, c'est-à-dire que lorsque le Parlement a fini, on envoie ça au Conseil économique et social pour regarder parce que les personnalités qui sont de haute qualité. Et ils proviennent quand même de tous les corps sociaux. Des corps sociaux et importants et aujourd'hui, impactants aujourd'hui et peuvent regarder avec beaucoup plus de célérité, de dextérité, de maestria, les documents, les textes de loi, contrairement aux députés qui, eux, viennent des milieux hétéroclites de la manière, et viennent de la manière un peu où l'argent, ou parfois... Nous sommes purement dans un calcul politique. Politique et politicien. Ils sont nécessairement pas outillés intellectuellement, tout le monde. Donc, au CES, c'est différent. Donc, on peut contrebalancer également si on veut. Je pense qu'il faut une réflexion sur le CES pour savoir concrètement on en fait quoi. Soit on le fait disparaître, soit on le transforme en chambre basse de notre Parlement pour que ça puisse. La décentralisation, il faut qu'on réfléchisse un peu là-dessus. Par exemple, moi je pense qu'on doit aller au deuxième niveau, le niveau régional, pour pouvoir transformer le développement en développement inclusif et régional, et remobiliser les cadres autour des défis des régions, sans créer, il ne s'agit pas de créer de nouveaux paliers de pouvoir. Mais permettre quand même un développement harmonieux de nos régions au regard des conseils régionaux élus et doter de pouvoir d'exécution sérieuse sous la guidance donc, du pouvoir central. Il y a assez de choses qu'on peut corriger dans une nouvelle constitution, mais je pense que, bon, si c'est les fautes et autres, bon, une commission peut rapidement gérer les fautes. Mais on a déjà fait la discrimination positive, on a déjà fait beaucoup de choses, on a déjà créé les élections générales, tout ça. Je pense que s'il faut retoucher aujourd'hui, il faut aller plus loin et regarder le Bénin de 2060, 2100. Voilà. 2100, oui. Bon, la constitution serait trentenaire et serait centenaire. Oui, en 2100, non, plus de 100 ans. Oui. Plus de 100 ans. En 2090, la Constitution aura 100 ans. 100 ans, oui. Et voilà, je ne sais pas où on sera, vous et moi. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question, éminemment philosophique. La Constitution américaine date déjà de plus de 300 ans. Elle est de 1730 quelques ou 80 quelques. Et voilà, elle est toujours là avec beaucoup d'amendements, mais elle est toujours là, elle est 100 ans. La Constitution française de 1958, amendée à 61, également est là, retouchée plusieurs fois. Enfin, elle a connu des soubresauts, mais elle est là. Bon, la nôtre aussi va résister autant. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à notre Constitution, gage de stabilité, quoi qu'on en dise. Nous allons passer au second sujet. Nous allons faire très rapidement une sortir de nos frontières, évoquer cette conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenue hier dimanche 10 décembre à Abuja. Au sorti de ces conciliabules, aucune évolution du côté, en tout cas quand on considère les sanctions imposées à ce pays d'Afrique de l'Ouest dirigé par une junte militaire depuis ce jour du 26 juillet 2023, à l'occasion duquel Mohamed Bazoum a été renversé. D'ailleurs, de la libération de ce dernier et de sa famille, la CEDEAO en fait toujours une exigence. Pour le reste, l'organisation sous-régionale a ouvert une lucarne pour le dialogue en mandatant le Bénin, le Togo et la Sierra Leone aux fins de ramener la junte à de meilleurs sentiments. L'objectif est clair, une transition de courte durée pouvant permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Voilà le tableau disons, sorti de ce grand raout des chefs d'État de la sous-région. Alors, qu'est-ce que les sanctions sont toujours en place? Mais il y a une petite porte de sortie, 3 présidents, un comité pour aller négocier. Très concrètement, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Je ne sais pas si la CEDEAO a une équipe de veille intellectuelle, veille stratégique. Je sais qu'ils ont assez de... Mais la veille stratégique, j'ai l'impression qu'ils sont trop dans du formalisme. C'est bien. Vous voyez, on doit évoluer par gradation sur cette affaire. Mais là, je sais pas, moi je sais pas, le maintien des sanctions, au moment où on saute les verrous des sanctions, de déplacement envers les chefs d'État du Mali et du Burkina et de la Guinée peut-être, je ne sais pas si, je ne vois pas, j'ai l'impression que cette conférence n'a pas pris toute la grande mesure. Mais il y a une chance, et là c'est là que la CEDEAO joue son autorité. Cette mission, à Niamey. Opportunément, il y a le président fort Yansibé dedans. Donc, c'est lui qui joue aux troupes faites.
désigné officiellement porte-voix, les Nigériens l'ont mandaté pour négocier en leur nom. Du coup, il va s'y rendre avec le nôtre et le président Sierra Leone. C'est des pays phares aujourd'hui ces deux pays sont des pays quand même en vue en matière de démocratie au niveau de l'espace CEDEAO. Donc, c'est un signal que la CEDEAO leur donne en mettant à côté de fort leurs hommes, deux chefs d'État qui sont sur la ligne des principes. Le président Talon et le président de la Sierra Leone. Donc, maintenant, la question est de savoir quelle sera la marge. C'est ça la grande question. À quoi jouera fort Gnassingbé? Jusqu'où il est loyal envers l'institution étatique, l'institution sous-régionale comme la CEDEAO. Est-ce que les intérêts géostratégiques de Togo ne priment pas sur un peu la question de communautarisme? Voilà un peu les vraies questions. Dans l'un sens ou dans un autre, chacun est libre de ce qu'il faut. Les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Alors si le Togo peut profiter de cette crise pour renflouer son fort et son port, alors donc au détriment du Bénin, mais c'est de bonnes guerres. Il ne se gênerait pas. Voilà, donc c'est pour dire que moi j'attends, je suis un peu dubitatif par rapport à cette décision, donc de maintenir les sanctions. La CEDEAO aurait pu se prendre en ouvrant un peu plus le jeu et en disant que bon voilà, ils attendent des autorités nigériennes aussi des gestes. Bon, mais c'est un peu qui fera le mieux. Bon, on va suivre un peu de près. Mais quel rôle pour Patrice Talon? Les invectives de l'autre côté de Niamey qui sont séquences oubliées, on passe à autre chose. On va suivre parce que moi c'est du côté de Fort Gnassingbé que tout se joue. Parce que c'est ses amis là-bas, c'est clair, le président Tchadi vient de faire un voyage à Lomé. Si donc il tient un dialogue de respect vis-à-vis des autres chefs d'État, les gars, les Tchadi, son équipe vont serrer la main du président Talon avec beaucoup de ferveur et surtout de déférence. Parce que c'est leur doyen. Ils sont militaires pour servir les causes des pays. Donc lui, il est militaire. Donc il doit saluer le président régulièrement élu avec beaucoup de respect. Mais il est à la tête d'un État. Un État qui se régénère avec le pétrole, avec des matières premières. Le pétrole qui passe par ici. Qui passe par ici. Mais quand même, le pétrole nigérien, quand même. Ça a beau passer par ici, c'est pas pour ici. Donc, ça passe par ici quand même. Oui, mais dans le tunnel. Donc, en réalité, c'est dire que ce pays se régénère et ils sont conscients de leur force. Alors, je pense que chacun a gagné et chacun a à perdre. Il faut faire beaucoup attention. Vous savez, les postures au lendemain du coup, le 26 juillet, ne peuvent plus être les mêmes aujourd'hui. Et je le disais, dès qu'il y a un pouvoir de fait, ça change tout. Les Nigériens n'ont pas demandé l'avis de quelqu'un pour mettre en place leur gouvernement. Seulement, le principe que tout gouvernement doit se fonder sur la démocratie, c'est ça qui fait que bon, la communauté donne de la voix. Mais ils ont dû repartir. Ils ont essayé de repartir parce que après de moi ils font sortir les populations qui marchent, qui les soutiennent. Donc dans l'absolu, ils connaissent le mot d'emploi. Ils connaissent le mot d'emploi. Donc du coup, je pense que c'est du 50-50. Moi je reste dubitatif par rapport à cette décision. Dans 3 mois, on aura l'occasion d'évaluer. Est-ce que la CEDEAO peut raisonnablement encore intervenir militairement? C'est non. Pour moi, je ne vois pas. Même si ils maintiennent la marge, ils maintiennent encore cette logique, c'est pas évident. Ils ne peuvent plus. On a dit, ce moment est passé. Alors donc, il faut maintenant la diplomatie. Et la diplomatie, je pense qu'ils ont bien fait de mettre fort dans le groupe, comme je l'ai dit. Mais après, encore faudrait-il qu'avec Fort, ça puisse se jouer avec beaucoup d'honnêteté. Comme je le dis, les États n'ont pas d'amis, donc ils ont des intérêts. On a appris que les 3 États, Mali, Niger et Burkina, ont créé leur monnaie. L'Alliance sahélienne. Bon, encore, ça relève encore de la fake news. Mais bon, il y a beaucoup de... Officiellement, ils n'en ont pas encore parlé. D'accord, mais je suis convaincu que fake news, je ne suis pas trop sûr. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils se retrouvent, ils ont créé une alliance. Je pense que derrière, il y a assez d'agitation anti-France, anti-SAT. Donc, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas que une situation purement banale et peut-être anecdotique devienne carrément une arrière-cause de grands bondissements. Oui, mais justement, celui dont le discours n'a pas sorti d'un iota, c'est le président nigérien, Bola Tinubu. Encore hier, justement, l'Alliance du Sahel, il qualifie ce machin de fantomatique. Donc, il n'a
les mois n'ont pas émoussé quelque peu sa rhétorique. Il est resté sur la même position, attaquant vertement ces États qui veulent, selon, si je parle sur le paraphrase, veulent nous ramener à des heures sombres. Est-ce que, comment vous analysez cette posture singulière? Parce que tout le monde, chacun ménage un peu ses propos du côté de Dakar ou d'Abidjan, même de Cotonou, je ne dirais pas qu'on ne mène plus large, mais bon, on est parcimonieux quant aux commentaires de cette situation, mais le président nigérien le Nigeria est un géant. Oui. Un géant. Donc, si nous, on se met à dire ça, à dire ce que lui dit, je ne sais pas ce qui va se passer à nous. Déjà, on est loin de dire ça, et vous voyez nos hommes politiques qui s'agitent à la frontière pour jouer des opportunistes déjà là, et livrer l'État à un Béninois, leur État, donc livrer leur État à d'autres, à l'État nigérien. Donc, vous voyez déjà ça. Alors, si on doit aller dans une autre rengaine politique, je ne sais pas si on s'en sortirait. Le Togo à côté, qui joue son numéro. Les nôtres qui vont là-bas faire leur beurre, et puis, au risque de livrer le ternir l'image du pays, je ne pense pas. Mais, vous savez, Ebola Tinubu c'est pas un politicien réellement, c'est un frère de roi, pas un roi réellement. Bon, il est là, il a appris à dire les choses, il le dit. Mais est-ce qu'il est dans le coup? C'est là le problème. Est-ce qu'il est réellement dans le coup? Être dans le coup, c'est d'avoir les moyens de sa politique. Et si depuis 26 juillet, la chose est encore en place, je ne pense pas que le Nigeria ait les moyens de la politique. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, cette rhétorique va devoir s'estomper progressivement. L'essentiel pour moi, je pense, à partir du moment où on peut accepter le coup gabonais, et permettre à... Là-bas, on ne parle plus de jeunes, on dit président de la transition. Voilà. Donc, on peut parler. On peut manager ça, on peut l'accepter. Si on peut fermer les yeux sur Conakry et Doumbouya, je pense que... On les a presque oubliés, ceux-là. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la CEDEAO est face à de nouveaux défis. Je pense que peut-être qu'elle va devoir essayer de faire ça de sa muelle aussi, et peut-être toucher 2 ou 3 petites choses autour de l'intégration régionale et sous-régionale. Je pense que les moments où on dit qu'il n'y a pas de développement sans démocratie sont terminés. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de développement sans stabilité politique. Il n'y a pas de développement sans cohérence et stabilité politique. Après, la démocratie est un construit. Et c'est une posture. Il n'y a pas un mécanisme, il y a quelque chose qui s'appelle démocratie. Comme je le dis, le Vatican n'est pas un État démocratique. On en a fait un État, d'accord, mais il n'est pas démocratique. Personne n'est élu. Bon, on vote quand même. Bon, en fait. Les cardinaux votent. Oui, bon, c'est ce qu'on nous dit. Ils votent. Oui, des grands électeurs. Des très très grands électeurs. La grande masse ne vote pas. Oui, bon, tous les chrétiens du monde ne vont pas voter. Voilà, donc normalement, tous les chrétiens catholiques doivent pouvoir voter. Et tout le monde est leur prêtre. Oui. Bon. Le peuple de racheter, le prêtre peut voter pour le peuple de racheter. Bon, alors, on laisse là. Lorsqu'on va, il y a les Émirats qui n'ont pas qui fonctionnent et dans lesquels tout le monde y va. Donc, pour moi, je pense que le modèle politique doit convenir à chaque État. Et ça, la CEDEAO doit peut-être demander de petites choses et avoir les politiques. Il faut qu'elle ait les politiques de ses moyens. S'il n'a pas les moyens de sa politique, s'il n'a pas les moyens de sa politique, elle a beau faire de grands sommets, de bons sommets, tant que des années après, sa rhétorique, les gens seront encore en place et vont s'imposer comme même des interlocuteurs. Je pense que ça va pas régler le problème. Il faut que la grande administration d'Abuja, il faut qu'elle bouge un peu, qu'elle se bouge, qu'elle se réinvente aux objectifs 2060. C'est le centenaire de nos indépendances. Je pense que c'est important de faire ainsi pour pouvoir sauver ce qui peut l'être. Parce que si son autorité est galvaudée, si elle peut prendre des décisions qui ne sont pas respectées, et que même en son propre sein, les gens remettent ça en cause, aussi bien devant les Nations Unies que dans les actes concrets, je pense qu'elle va devenir très vite une coquille, cette fois-ci véritablement vide. Déjà, c'est une coquille délicate, qui n'est pas aussi pertinente qu'on aurait souhaité, alors qu'elle a tellement de tests, de très bons tests, et de hauts cadres valeureux, mais à la pratique,
Elle prend des décisions qu'elle-même n'arrive pas à comprendre. C'est dommage. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette question du Niger. On suivra avec attention les premiers pas de ce comité et on verra bien dans quel sens les événements vont tourner du côté de Niamey, qui s'est dit d'ailleurs favorable à la négociation, mais pour peu qu'on ne touche pas à ses fondamentaux. Qu'on ne touche pas à ses fondamentaux. Avec le Mali sur la transition. Bon, il y a longtemps que le Mali est sorti hors cadre. Voilà, donc du coup, vous voyez, alors, jamais 2 ans, 3 ans. On va voir ce qui va se passer là. Mais la transition de courte durée dont on parle, je pense que... Elle est toute relative. Enfin, la courte, il faut savoir si on a la courte, qu'on soit à Abuja ou qu'on soit à Niamey. Voilà. Voilà. Revenons à présent sur la scène nationale pour parler de ce vote du budget exercice 2024, vote intervenu vendredi passé au Parlement. Et ce qui fait parler, ce dont on va parler, c'est le oui de Basil Ahossi, membre éminent des démocrates, qui a passé, on m'a dit, la journée à justifier son vote, qui ne veut pas passer pour un député Godillot, qui dit que les démocrates ne doivent pas s'emmurer dans le front du non, en toutes circonstances. Est-ce que cela relève déjà, cela révèle déjà quelques fissures dans le front uni du Parti des démocrates? Écoutez, lorsque vous parlez de front uni, moi je ne partage pas ça. Bon, jusque-là, en tout cas, de ce qu'on a vu au Parlement. Comment le Parti des démocrates s'est mis en place. Donc du coup, ça ne peut que fonctionner de cette manière-là. Ne nous l'aurons pas, hein. C'est pas meilleur au niveau du bloc républicain ou du Parti des démocrates ou l'UPR. Il y a toujours en bas, il y a toujours ceux qui ne sont pas d'accord. Il y en a toujours. C'est seulement qu'aujourd'hui, ces partis espèrent encore des choses. Enfin, des militants espèrent encore que ça va se mettre en place, que bon voilà, ils vont. Et donc, ils essayent de respecter les mots d'ordre. Sinon, un parti, c'est vraiment les mots d'ordre. C'est une ligne de conduite. Hein, c'est pas parce qu'ils sont députés élus de la nation qui n'ont pas de mandat impératif. D'accord. Le mandat impératif, c'est au développement, pas au développement. Mais ils proviennent de partis politiques. Et les partis politiques, étant leur base, enfin, la superstructure par laquelle ils sont allés à l'Assemblée, c'est logique que la ligne des partis prévale sur toute autre ligne. C'est ça. Maintenant, donc ça montre. Donc, première chose, vous avez écouté, c'est ce que le parti nous a dit. Nous, on était prêts à voter. On a voté le rapport en commission. Le rapport en plénière, le rapport a été voté. Et comme l'a dit Ahossi, mais si vous votez le rapport, en commission, parce qu'on soumet d'abord le rapport de la commission au vote. Et après d'avoir soumis le rapport de commission au vote, on passe en revue maintenant les articles un à un, et après on soumet tout le document au vote. Voilà le processus. Or, lorsque vous votez le rapport, que dit le rapport? Le rapport dit toujours, voilà, nous l'avons reçu, on a fait tel, on a fait tel amendement, on a fait tel truc, et on soumet, et on demande à la représentation nationale de valider ce rapport. Alors tout le monde valide. Ça veut dire que les gens sont d'accord avec le contenu. Mais lorsqu'il y a étude maintenant cas par cas, parfois même ils votent le cas par cas. Et comme c'était le cas au niveau de la révision constitutionnelle, où l'opposition CBE de l'époque, donc les démocrates et CBE réunis aujourd'hui, donc c'était leur position à l'époque, ils ont voté. Et puis au moment de faire le grand vote, ils ont voté contre. Donc c'est un peu une position non comprise. Et aussi, je pense qu'il a bien fait de soulever le relief Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer? Juste sa force de conviction? Je pense le mal-être. Le mal-être ou le malaise ou l'interventionnisme peut-être mal encadré de la direction du parti. Parce que lorsqu'on dit la direction du parti, bon, c'est qui la direction? C'est Boniaï. C'est Boniaï. Il est le président et il est à la direction du parti. Donc, quand on dit la direction, c'est pas Ndete, c'est pas... C'est pas le vice-président. Oui, c'est pas lui. C'est la direction du parti. Oui, c'est la direction. Peut-être qu'il n'y a pas de haute direction chez eux. Non, mais la direction. Est-ce que vous pouvez, la direction peut en imposer à Boniaï? C'est pas évident. Donc, c'est vous dire simplement que Yahi a voulu qu'ils votent contre, ils ont voté contre. Moi, je ne sais pas. Non, aussi, je ne pense pas qu'il non, c'est quelqu'un d'assez mesuré, même si parfois il s'est sorti de ses gonds. Mais à son âge, c'est quelqu'un qui se respecte.
parfois. Donc je pense que non, il ne voudrait pas se faire fantasque. Je pense que c'était un mal-être. C'est un mal-être qu'il a voulu gérer. Il a dit que la mouvance n'est pas la peste. Donc on peut parfois voter pour. Et ailleurs, les gens, lorsque vous prenez en compte leur désiderata, ils votent d'abord. Puis ce n'est qu'un an. Ce n'est qu'un an. Si le gouvernement... Tous les amendements ont été pris en compte. Voilà, tous les amendements. Donc ce n'est qu'un an. Alors que, bon, moi je pense qu'à défaut même de voter pour, ils ont pu s'abstenir. L'abstention est une douce manière de dire je ne suis pas d'accord, ou bien je vous soutiens. Donc dans l'un ou l'autre, ils auraient pu créer peut-être cette confusion à travers l'abstention. En votant nettement contre, je ne sais pas vraiment, il ne peut pas convaincre parce que... donc d'ailleurs, même ne se donne pas de la peine de convaincre. La direction leur a dit de voter contre, ils ont voté contre. Voilà, donc la direction a dit de voter contre, ils ont voté contre. Bon, après, vous pouvez voir où vous étiez pour jouer au service après-vente, c'est bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, mais ça ne change rien. Ça ne change rien dans la mesure où vous avez donné, vous avez fait des amendements, on l'a déjà pris en compte, vous n'avez plus aucune raison de voter contre. Le reste, c'est naviguer sans boussole. Voilà. Est-ce que, on parle, ma question c'était, je parlais de fissures, est-ce que ça peut amener à un trou dans la mature? Vous savez, nous allons vers 2026 avec naturellement, l'inévitable reconstitution de la classe politique. Il y en a pas. Vous allez voir, démission FCBE, démission UPR. Là, on peut mettre la mouvance aussi dans le même... Mais bien sûr, mais à Saint-Vert, j'ai lu que bon, des UPR ou Bloc républicain ont perdu au profit donc, de les démocrates. Alors que la semaine dernière, c'est les démocrates qui ont perdu des militants quelque part au profit du BR. Donc, vous allez constater, ça va venir. Bon, quand c'est le petit peuple, on ne fait pas attention. Mais quand c'est les grands, qui n'ont peut-être pas de fief électoral, mais c'est quand même, ils ont une personnalité, tout le monde crie. Je pense qu'on est qu'au début d'un processus du genre. 2026 va marquer un autre tournant, un nouveau quinquennat, et peut-être une nouvelle décennie. Et donc, personne ne veut rester en marge. Vous allez voir que ça va se reconstituer, ça va se remettre en branle, et c'est pas si évident que des postures soient maintenues. Ça va aller vite. Oui. Donc on est dans un processus tout à fait normal. On est dans un processus tout à fait normal. C'est-à-dire que aussi est un certain âge, ça aurait pu être un plus jeune. Mais oui, les démocrates n'échapperont pas à la loi du cycle. Les démocrates n'échapperont pas à la loi du cycle. Les autres partis de la majorité n'échapperont pas. Mais ils ont tous les partis ont au moins quelque chose de fondamental. Ils s'adossent sur leur parrainage. Les démocrates en ont 28, donc j'espère qu'ils ne perdront pas 28 de personnes. Alors parce que s'ils perdent 18 ou 20, ça peut créer des problèmes. Donc c'est à eux de savoir maintenir les leurs. Et là encore, ça montre, ça ouvre la voie aux négociations et non au pouvoir, disons, personnel d'une élite. Vous voyez de ce dont je parle. Donc, ça permet de discuter, de maintenir une dynamique de négociation sur le terrain, à la limite de chantage, oui, pourquoi pas. Mais bon, après de moi, beaucoup ne discutent pas. C'est peut-être bon de les faire chanter, comme dirait l'autre. Donc, à défaut, à contrario de la mouvance présidentielle, les parrainages aujourd'hui sont quelque peu les seuls butins, le seul butin des démocrates. En fait, tout comme les fonds financiers, les fonds de financement public permettent au FCBE d'être impassible. Bon, et des élus quand même. C'est ce que j'ai dit. Oui, grâce à ces élus, la haute direction du parti dispose d'un petit pactole qu'elle gère, qui lui permet d'exister. Vous avez beau tout dire de lui. Quelques parrainages à monnaie. Paul Oubre les siens encore 2 ans et demi à profiter de ce grade, comme on peut le dire. Donc, peut-être à remonter après, pour le moment, il s'adosse sur ce facteur. Donc, c'est la même chose que les démocrates. Les démocrates ont 28 parrainages, tant qu'il est possible. Et avec ça, et avec moins que ça, il y a une quinzaine, il me semble, ils ont déjà l'élection présidentielle, ils ont déjà un candidat à l'élection présidentielle. Donc, s'ils maintiennent la dynamique, c'est bon. Mais la question n'est pas de être présent pour l'élection présidentielle. Qui est le candidat? Et ça peut tout changer. Donc, nous sommes au début d'un cycle. Des choses vont encore... On est qu'au début. Je pense que rien n'est encore fait. Non. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette question du vote afférente au vote du budget de l'État exercice 2024 intervenu à l'Assemblée nationale le vendredi 8 décembre dernier. Nous allons sortir de ce spécial décryptage. Agapine Napema Forikan,
plus grand chose à dire? Non. Disons qu'au niveau, ce qui est passé par avec les démocrates est normal en démocratie. C'est logique qu'ils choisissent de ne pas voter. Mais ils auraient dû s'abstenir. Je pense que ça aurait... envoyé un signal. Ils auraient envoyé un signal, un bon signal. Je suis sûr que si le mot d'ordre était de s'abstenir, je suis convaincu que M. A aussi abstenu. Le fait que ce soit une haute direction qui leur impose la conduite à tenir la veille, ça montre quand même qu'ils sont plus logiques. Pourquoi avoir travaillé alors dans les commissions et procéder aux amendements? Là, désormais, il ne peut plus dire au peuple que c'est eux qui ont fait baisser un certain nombre de prix. Bon, ils l'ont dit quand même. Non, il ne peut pas le dire. Vous l'avez empêché. Oui, lorsque la majorité a sur le terrain, on va dire, mais bon, les gens ont voté contre. Comment ils peuvent voter contre le budget et demander que. Donc, ils ont dit, corrigez pour nous cette affaire. Le gouvernement a corrigé. Maintenant, ils votent contre le budget. Ils ne veulent pas que le gouvernement mette en œuvre la correction. Donc, je pense que sur le terrain, ça ne doit pas leur profiter. Et c'est à la majorité de tirer profit de cette situation. De tout cela et peut-être de se mettre dans notre bataille. 2026, c'est un peu loin. 2026, c'est maintenant. Voilà, 2026, c'est maintenant. Ça sonne comme un mot d'ordre de campagne. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X, quelques extraits sur notre compte X ETélé Live. Et bien évidemment, continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. Merci de nous avoir suivis.